Bonjour Marcus, je suis juriste depuis une quinzaine d'années et j'espère pouvoir t'apporter un éclairage juridique un petit peu différent. Alors on est là pour apporter un éclairage juridique sur l'affaire Marvel Fitness au-delà de ce qu'on lit et de ce que l'on pourra lire dans les différents médias pour essayer d'apporter tout simplement un niveau d'information juridique. Concernant donc la condamnation du youtubeur Marvel Fitness. Alors je reviens sur cette histoire qui a fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui et qui n'a pas pu passer inaperçue. Il s'agit d'un youtubeur qui a été condamné hier pour la première fois en France à une peine de 2 ans de prison, dont 1 année ferme, à un suivi psychologique, également à une interdiction d'activité sur les réseaux sociaux, notamment pour des faits de cyberharcèlement en meute, mais également pour violence sur avocat. Alors ce qui est intéressant tout de suite de comprendre, c'est la définition finalement du cyberharcèlement en meute, appelé également raid numérique, ou tout simplement cyberharcèlement. Il s'agit tout simplement de protéger des victimes de cyberharcèlement en incriminant toute personne qui a participé, même par un acte unique, même sans concertation, au harcèlement en groupe d'une autre personne. Donc ce qui caractérise cette affaire, c'est que pour la première fois, dans le cadre d'un dossier de cyberharcèlement en meute, dans le cadre d'un dossier de raid numérique, je tiens quand même à rappeler qu'il y a également une condamnation pour violence sur avocat. C'est là quand même la première fois qu'un youtubeur est condamné à de la prison ferme. Il faut comprendre également que cette condamnation va au-delà des réquisitions qui ont été faites lors de l'audience. Lors de l'audience, en effet, il avait été demandé une condamnation à 8 mois. Ici, le juge est allé au-delà des réquisitions, ce qui est un fait assez rare pour être souligné. Ce qui relève en tout cas une volonté de fermeté, une volonté de sévérité de la part du tribunal correctionnel de Versailles. Alors ce qui caractérise effectivement ce dossier, c'est que pour la première fois, il y a une condamnation ferme à ce que l'on appelle en droit pénal le harcèlement de meute. C'est une notion qui a été intégrée au code pénal en août 2018 sur l'initiative de la ministre Madame Schiappa. Il faut bien comprendre que l'accusé est donc finalement responsable des milliers de messages de menaces, d'insultes qui ont été envoyés aux parties civiles, et pourtant, s'il n'en est pas directement l'auteur, il en est le seul responsable devant le tribunal, il en est le seul finalement accusé, il comparaît seul pour répondre à des milliers de messages de menaces, d'insultes qui ont finalement été initiés à l'initiative finalement d'auteurs qui sont pour la plupart tout simplement non identifiés. Car en réalité, la vraie problématique du cyberharcèlement en meute, du raid numérique et du cyberharcèlement en général, c'est que les auteurs, tout simplement, de ces commentaires, de ces propos, sont très difficilement identifiables. Donc, effectivement, il est très compliqué également de faire la nécessaire part des choses entre la volonté de collecter les données faisant preuve de ces propos, pour qu'ils puissent être versés lors de débats devant les tribunaux, comme ça a pu être le cas. Donc la volonté de collecter ces données pour tout simplement une question de preuve, mais la volonté également de nettoyer la toile numérique pour effacer toute atteinte à la personne, aux victimes, mais également toute atteinte à l'ordre public. Donc effectivement, la principale problématique que pose le cyberharcèlement, c'est finalement le manque de moyens devant la quantité de messages comportant des menaces et des insultes.
Tout simplement, il serait, je pense, pas honnête de relever que le cyberharcèlement en meute est caractérisé par une difficulté d'identification de ses auteurs et par une difficulté de collecte des données par le biais des plateformes numériques qui restent aujourd'hui, malgré les efforts législatifs, encore très difficiles, puisqu'effectivement, cela pose des problèmes d'atteinte à des libertés fondamentales. On pourrait présenter cette affaire comme les réseaux sociaux, zone de non-droit finalement, et une nécessaire intervention des pouvoirs publics, de l'État, par le biais de son pouvoir judiciaire, législatif, de son pouvoir exécutif, pour faire sanctionner finalement un comportement dans une zone de non-droit. Il serait peut-être aussi pertinent de rappeler que ce dossier pose également tout simplement la question de la liberté d'expression. Cette liberté d'expression, elle est héritée du modèle américain, de la Révolution française et des différentes constitutions qui ont eu lieu durant les différentes républiques. Ce principe de libre expression, qui est une liberté fondamentale prévue par la Déclaration des droits de l'homme, qui précise d'ailleurs que la libre communication des pensées, des opinions, est un des droits les plus précieux de l'homme, que tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus à cette liberté dans des cas déterminés par la loi, donc en l'occurrence en cas d'atteinte à l'ordre public, tout simplement. Ce principe de liberté fondamentale, de libre expression, est encadré, a été couronné par la loi de 1881 relative à la liberté de la presse. Et en l'occurrence, que le support soit écrit, que le support soit numérique, il semblerait que le même principe de liberté d'expression puisse s'appliquer, puisqu'il est bien précisé, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Il est bien évidemment fait référence au développement généralisé des services de communication au public en ligne, et donc de cette liberté d'y accéder et de cette liberté de s'y exprimer. Lorsque l'on porte atteinte à une liberté fondamentale, à une liberté constitutionnelle qui est protégée, il doit nécessairement être démontré que l'atteinte qui est portée à l'exercice de cette liberté d'expression est nécessaire et adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi. Donc on voit bien que notre société, que notre État démocratique garantit une liberté d'expression et que l'atteinte à l'exercice de cette liberté ne peut être faite que sous réserve de la réunion de ces conditions, à savoir que l'atteinte soit proportionnelle, que l'atteinte soit nécessaire et que l'atteinte soit adaptée. En réalité, si on pose le problème sur la liberté d'un point de vue de libre expression, cela fait référence tout simplement aux différentes atteintes qui ont eu lieu dans la société. C'est-à-dire que ces différentes atteintes à la libre expression ont été dans un premier temps mis en lumière pour condamner des actes positifs d'incitation à la violence et finalement ont basculé peu à peu sur des actes finalement qui ne sont que des propos de haine. À savoir, on passe d'une incitation à la violence à une incitation à la haine. Et cette incitation à la haine nous permet de censurer finalement certains propos soumis normalement à l'exercice de la libre expression. Alors, sans pour autant, on va dire, laisser libre cours à l'atteinte à l'ordre public, il serait nécessaire de regarder un peu plus précisément quels sont les différents éléments de preuve qui est porté à notre connaissance, par exemple dans ce dossier qui est fait pour être un exemple en la matière, puisqu'il y a quand même un mandat de dépôt avec une condamnation à de la prison ferme. Si on regarde la défense d'un côté, à savoir le youtubeur condamné, il met en avant
finalement une mise en scène de différents clashs, d'autres personnes, youtubeurs comme lui, qui font le même métier que lui, à savoir influenceur et un métier de youtubeur sur les différents réseaux sociaux, finalement métier qui s'est développé, et il est tout aussi exposé finalement à du cyberharcèlement, puisque une des parties civiles a notamment avoué avoir fait un montage photo le concernant et qui pouvait mettre en lumière un harcèlement notamment à caractère sexuel. Elle s'en est excusée devant la barre, mais en tout cas, il est quand même assez étonnant de remarquer que cette youtubeuse influenceuse n'a, quant à elle, pas été poursuivie. Ce procès également a la spécificité qu'une des parties civiles est également avocate. Donc au-delà de forcément le questionnement entre la possible, on va dire, la possibilité d'être avocate et d'être youtubeur et d'être influenceur, au-delà de cette appréciation qui sera tout à fait personnelle, il peut quand même être intéressant de soulever que cette avocate a été dans le cadre de ce procès à la fois l'avocat de certaines parties civiles, mais également elle-même partie civile, donc jongler entre différentes postures. À savoir, depuis le début, elle intervient dans cette affaire en sa qualité de harcèlement, puis peu à peu, on bascule vers un statut de victime, pour en finir avec un avocat qui un coup pose sa robe, un coup met sa robe, qui un coup se positionne en victime, qui un coup se positionne en avocat. Est-ce que l'on peut poser au débat de la libre expression, librement, est-ce qu'il est normal pour un avocat qui jure loyauté et indépendance, et notamment loyauté et indépendance par rapport à la défense de ses clients, qui implique de ne pas se laisser mettre sous pression par des influences extérieures, ou encore par ses propres intérêts, est-ce que finalement les principes déontologiques liés à l'exercice de la profession d'avocat, que se doit tout auxiliaire de justice, a été respecté devant ce tribunal devant ce tribunal correctionnel de Versailles? Est-ce que dans l'enceinte du palais de justice, il n'y a pas eu un malaise quant à cette double casquette d'une des parties civiles? Est-ce qu'il n'est pas peut-être étonnant de voir la fermeté finalement de la condamnation au regard de l'aveu d'une des parties civiles, non pas de s'être livrée à des propos d'incitation à la haine, mais à des actes positifs, c'est-à-dire un montage de photos qui caractérise pratiquement à lui seul l'infraction de harcèlement à caractère sexuel. Pourquoi le débat public ne pose pas également le sujet en ces termes? Ce qui est notamment frappant, c'est que Marvel Fitness est condamné pour un millier de messages dont il n'est pas directement l'auteur. Comment fait-on, et là je pose peut-être un problème plus philosophique que juridique, comment fait-on pour distinguer tout simplement le sentiment selon les personnes, à savoir, il est de tout temps, bien évidemment, il revient de tout temps au droit pénal de condamner des actes de violence positive, des incitations à la violence, mais comment prouve-t-on une incitation à la haine qui est un sentiment, et comment prouve-t-on que nous avons incité à la haine, que nous avons incité à ce sentiment? Est-ce que nous avons des critères objectifs et mesurables? Est-ce que nous détenons toutes les données nécessaires des plateformes pour obtenir un débat éclairé sur les différents propos qui ont pu se tenir pendant des lives, pendant des vidéos YouTube, alors que nous ne disposons que sûrement de données parcellaires, voire avec des difficultés de date? Est-ce qu'il n'est pas plus juste de parler tout simplement aujourd'hui de la place de la liberté d'expression au sein des médias, qu'ils soient journalistiques de presse écrite, mais également concernant les médias sociaux qui jouent aujourd'hui le rôle de journalistes
indépendant pour beaucoup de médias. Cette qualité de l'indépendance de l'information, je pense, est également aussi une marque d'un État démocratique. La liberté d'expression avec des atteintes à l'ordre public qui sont condamnées tout simplement devant un même équilibre, une même proportion. Donc je pose la question, est-ce que la posture de cette avocate qui devait défendre selon des principes déontologiques de probité, d'indépendance et notamment de loyauté pour ne pas s'exposer à des pressions extérieures, pour ne pas s'exposer à des intérêts liés à des pressions extérieures et pour ne pas s'exposer à défendre ses propres intérêts dans le cadre de ce procès, est-ce que cela a été respecté? On peut y réfléchir. Est-ce que finalement ce youtubeur n'a pas fait l'objet, comme cela a été écrit, d'un exemple tout simplement, et finalement à payer pour les milliers de commentaires dont il n'est pas l'auteur, et comment attribuer et quelles sont les limites à cette nouvelle police de la pensée au sein de la société civile qui est déjà très en tension par une restriction des libertés fondamentales liée notamment aux états d'urgence en raison des actes terroristes, voire en raison des crises sanitaires que nous subissons au niveau mondial. Voilà. En conclusion, Marcus, on peut porter à la réflexion de tous de comprendre comment des dispositifs législatifs de lutte contre les propos racistes, de lutte contre les propos sexistes, puissent arriver aujourd'hui finalement à une véritable censure, que ce soit dans le monde télévisuel, dans la presse écrite ou encore aujourd'hui dans la toile numérique. Ce que je pense l'opinion publique attend, c'est des peines dissuasives, tout simplement concernant les actes répréhensibles, plus que sur les propos répréhensibles.